Bonjour à tous, comme toujours j'espère que vous vous portez bien. Donc aujourd'hui nous parlerons des droits de l'homme, et plus particulièrement de ce qui est lié à la Déclaration universelle des droits de l'homme. Est-ce un outil de libération ou est-ce un outil d'asservissement? Ce sera une vidéo un peu plus longue que d'habitude, alors j'ai décidé de la découper en deux parties afin de limiter la durée de chacune d'entre elles. Dans cette première vidéo, nous nous intéresserons à la Déclaration des droits de l'homme, avec un grand H, également appelée Déclaration des droits humains, comme certains fanatiques du politiquement correct préfèrent l'appeler. Ici, je commenterai chacun des articles de cette déclaration au regard de la loi naturelle, et nous verrons si ce texte, dans sa formulation actuelle, libère vraiment l'être humain. Dans la seconde vidéo, je m'intéresserai à la Convention européenne des droits de l'homme, qui est une concrétisation de la Déclaration des droits de l'homme, utilisée par exemple par la Cour européenne des droits de l'homme pour rendre ses jugements. Je vous montrerai un exemple récent de son utilisation et nous verrons si à nouveau cette convention libère ou renforce les chaînes de l'individu. Peut-être que grâce à ça, nous serons capables de comprendre pourquoi toutes ces organisations de défense des droits de l'homme sont restées tellement silencieuses depuis le début de cette crise du Covid-19. Un silence alors même que les violations des droits individuels n'ont jamais été aussi nombreux et deviennent même la norme pour beaucoup de gouvernements anciennement dits démocratiques. Avant de commencer, et comme à chaque fois, je rappelle qu'ici je me base uniquement sur ma compréhension d'un principe absolu qu'est la loi naturelle. La loi naturelle déclare que les êtres humains, comme tous les êtres, sont libres et ont des droits équivalents. Elle n'impose aucune limite à ces droits, si ce n'est celle de ne pas effectuer des actions qui transgressent les droits d'autrui. Donc, clairement, si une action ne crée pas de victime, vous avez tout à fait le droit de la faire sans que personne ne puisse vous en empêcher de manière légitime. Et je le répète, cette loi n'a pas été mise en place par les humains et elle indique très clairement que la notion de bien et de mal ne sont pas relatives. Cette loi est visible dans les conséquences de nos actions et dans les caractéristiques du monde qui en résultent. Il n'est donc pas nécessaire de croire en Dieu ou dans un grand architecte ou de ressentir le mystère qu'est cette réalité pour reconnaître son existence. Donc, retenez bien que du point de vue de la loi naturelle, vos droits sont illimités et que ces droits ne vous ont pas été donnés par une personne ou un gouvernement ou autre chose. Vous les possédez du simple fait d'exister. Et personne, et je dis bien personne, ne peut vous les retirer ou les violer sans que cette action soit considérée comme étant mal. Ceux qui transgressent vos droits effectuent sans l'ombre d'un doute des crimes et sont donc des criminels, quelle que soit leur justification, leur statut ou leurs uniformes. C'est donc sur cette base absolue que je ferai tous les commentaires qui vont suivre. Je commencerai par faire quelques remarques générales, mais essentielles, sur la manière dont sont généralement présentées les origines historiques de cette Déclaration des droits de l'homme. Prenons par exemple ce qui est dit dans cette vidéo intitulée « L'histoire des droits de l'homme ». Vous retrouverez le lien dans les notes en dessous de cette vidéo. Clairement, c'est joli, le message est clair et simple. La question est de savoir est-ce que ce message est juste? Dans cette vidéo, on retrouve des phrases du genre « À l'origine, les droits de l'homme n'existaient pas ». Notez qu'il n'est pas dit « La déclaration des droits de l'homme n'existait pas ». Apparemment, à l'époque, vous n'étiez en sécurité qu'au sein d'un gros groupe. Puis, il est dit que lorsque les paroles de l'empereur perse Cyrus II en 539 avant Jésus-Christ furent inscrites sur des tablettes d'argile, c'est ainsi que naquirent les droits de l'homme. Après les deux guerres, il est dit que les droits de l'homme n'avaient jamais tant frôlé l'extinction. Dans leur résumé, ils disent « Au début, seuls certains privilégiés avaient des droits, puis un jour, un gars s'est dit que d'autres devraient en avoir aussi. » En gros, tout au long de cette vidéo,
on vous montre comment les droits humains ont évolué, non sans sacrifice, pour en arriver à la merveilleuse version que nous connaissons aujourd'hui. Le problème de ce genre de présentation, c'est que beaucoup penseront que s'il n'y a pas de déclaration, alors il n'y a pas de droit. Cette affirmation est complètement fausse, car comme vous le savez maintenant, la loi naturelle indique clairement que vos droits existent dès la naissance. Vos droits ne sont pas liés à l'existence d'un morceau de papier ou à leur reconnaissance par l'un ou l'autre tyran. De plus, je ne pense pas que les humains soient naturellement des bêtes assoiffées de sang, incapables d'empathie et violant sans relâche les droits de ceux qui les entourent. Comme je l'ai souvent dit dans mes vidéos, la plupart des êtres humains naissent avec une boussole morale. La seule chose à faire est de bien régler cette boussole via l'éducation. Un autre élément qu'il faut bien comprendre, c'est que non, les droits humains, les droits de l'homme, n'évoluent pas avec le temps. Comme je le répète très souvent, la morale n'est pas relative. Ils ne peuvent pas être créés et ils ne peuvent pas être supprimés. Par contre, ils peuvent très bien être violés ou respectés. La seule chose qui peut évoluer avec le temps, c'est donc la conscience des individus concernant leur existence. Un dernier élément à noter est qu'il est naïf de croire que notre salut viendra d'organisations comme les Nations Unies. D'ailleurs, dans la vidéo, il conclut très justement en disant que c'est au niveau de chaque individu que tout commence. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je fais ces vidéos, car ce n'est que lorsqu'une majorité d'humains comprendront la loi naturelle et choisiront de suivre la voie du respect des droits et des libertés individuelles que nous arriverons réellement à créer un monde meilleur. Avant de passer à la version finale de la déclaration et aux articles qui la composent, il est peut-être intéressant de faire quelques remarques sur ceux qui l'ont rédigée et sur quoi ils se sont basés pour le faire. Tout d'abord, cette déclaration a été écrite par des individus à la solde des États. Ces individus sont des privilégiés dans le système actuel et ils travaillent pour d'autres individus qui eux aussi sont des privilégiés et qui profitent allègrement de la situation d'inégalité actuelle. Alors on peut se demander pourquoi de tels individus mettraient en place un mécanisme limitant leur contrôle sur les populations et du coup diminuant leurs privilèges. Pensez-vous vraiment que ces individus vont aller à l'encontre de leurs propres intérêts juste par bonté d'âme? Personnellement, je doute que des individus de ce style qui taisent ou bien qui dénoncent des exactions partout dans le monde uniquement sur base d'intérêts politiques et économiques puissent véritablement être dignes de confiance. Néanmoins, je précise une chose très importante, c'est que le messager n'a aucune importance. Seul le message compte. Donc même si le pire criminel de tous les temps dit une vérité irréfutable, cette vérité ne peut pas être niée simplement sous prétexte qu'elle a été énoncée par une crapule ou par des êtres que l'on n'aime pas. Maintenant, concernant les bases sur lesquelles cette déclaration a été faite. On voit dans ce document qu'à l'origine, il n'y avait pas 30, mais bien 48 articles. Puis, on voit également qu'ils se sont basés sur les différentes constitutions des différents pays, membres des Nations Unies. Si l'on va au premier article, on voit que le premier article était « Tout individu a un devoir de loyauté envers l'État dont il relève et envers la société internationale, les Nations Unies. Il doit prendre sa juste part de responsabilité dans l'accomplissement de ses devoirs envers la société et sa part de sacrifice commun nécessaire au bien général. » Dès les premiers commentaires, on voit que les rédacteurs émettent une crainte que l'on comprenne ces droits cités dans cette déclaration comme des droits absolus. Ils souhaitent limiter ces droits par des devoirs. Des devoirs pas seulement envers les autres individus,
mais des devoirs envers l'État et le système en général. Par exemple, ils vont dire « oui, vous avez le droit à la liberté d'expression, mais pas lorsque cette liberté d'expression s'attaque au système mis en place ou met à mal des intérêts économiques nationaux. » Dans le second article, il est dit « les droits de chacun sont limités par ceux d'autrui et par les justes exigences de l'État et des Nations Unies. » On retrouve bien ici également la volonté de limiter les droits de l'individu par des devoirs et surtout de les limiter par rapport à ce que les instances, le système considèrent comme étant juste. Donc ici, il faut être clair. Vous n'avez aucun devoir envers qui que ce soit. La seule limite de vos droits est celle de ne pas transgresser les droits d'autres êtres. Et ça s'arrête là. Par contre, le groupe, l'État, les communautés, toutes ces entités n'ont aucun droit. Seul l'individu en possède. Donc, les droits individuels, oui. Les droits de groupe, non. Par exemple, je n'ai aucun devoir à aller faire une guerre pour défendre les intérêts d'un groupe ou d'une communauté, même si j'habite sur les mêmes terres. Sachez que si vos droits individuels sont subordonnés aux droits d'un groupe, eh bien cela signifie simplement que vous n'avez pas réellement de droits. C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui avec la crise du Covid-19. Car, indépendamment du fait que l'on croit à l'efficacité ou non des mesures prises, ici on se retrouve dans une situation où les droits de l'individu sont violés sous prétexte de protéger l'intérêt d'un groupe ou d'une partie du groupe. Donc ça, c'est moralement mal et ce ne sera jamais justifiable. Le dernier article sur lequel je ferai un commentaire, c'est l'article 3. Tout individu a le droit à la vie. Ce droit ne peut être refusé qu'aux personnes qui ont été condamnées conformément à la loi pour un crime passible de la peine de mort. Dans le commentaire du représentant du Chili, on retrouve cette phrase. Donc je cite, « Il comprend le droit à la subsistance et à l'entretien pour ceux qui ne peuvent subvenir par eux-mêmes à leurs besoins. Il implique que l'État a le devoir de veiller à ce que cette subsistance soit effectivement assurée. » Et donc, le commentaire ici, c'est que non, l'État n'a pas le devoir de veiller à ce que cette subsistance soit effectivement assurée. Parce que comment va-t-il y arriver? En forçant les citoyens à participer par la force? En leur extorquant de l'argent via les impôts? Eh bien, quand on y réfléchit, on voit que c'est bien aux êtres eux-mêmes de librement participer et aider les êtres dans le besoin, s'ils le souhaitent, et seulement s'ils le souhaitent. Là encore, c'est la réelle intelligence, la réelle éducation qui permet d'arriver au but recherché, pas la mise en place d'un système d'esclavage ou la coercition. Pour ceux qui sont intéressés, vous retrouverez les liens dans les notes de la vidéo. Et donc maintenant, on va passer au résultat final du travail de ces rédacteurs. Dans le préambule de cette déclaration, il est indiqué à juste titre que si les droits et les libertés ne sont pas respectés, cela conduit à la tyrannie et à l'oppression. Et que le respect de ces droits est la seule voie vers la paix et la justice dans ce monde. On y indique également que c'est aux États de garantir ces droits, ce qui est un comble, car qui plus que les gouvernements et leurs bataillons d'oppresseurs transgressent les droits individuels. Dans cette petite introduction, on fait également référence à l'éducation qui est clairement une des bases du changement. Malheureusement ici, il ne précise pas quelle éducation, car nous sommes forcés de constater que les éducations mises en place par les États s'apparentent plus à de l'endoctrinement qu'à une réelle éducation. Cette déclaration cite un certain nombre des droits des êtres humains. Elle le fait d'une manière qui limite automatiquement tous vos droits
à ceux qui y sont cités. Cela laisse sous-entendre que si un droit n'apparaît pas dans cette liste, c'est comme si vous ne le possédez pas, comme si c'est un droit secondaire. Cette manière de limiter les droits de l'individu est peut-être pratique pour ceux qui sont aux commandes, mais elle est totalement immorale. Dans la loi naturelle, vous voyez que vos droits sont illimités, et ils ne sont limités que lorsque vos actions créent des victimes. Vous verrez que les articles de cette déclaration, lorsqu'ils sont moralement justes, ne font que réaffirmer des évidences lorsque votre boussole morale est bien alignée. Ok, donc accrochez-vous car nous avons 30 articles à parcourir. Mais je pense qu'il est intéressant d'avoir connaissance de ce qui, encore aujourd'hui, est considéré comme la référence concernant les droits reconnus par les États. Article 1. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Oui, ça c'est un cas particulier de ce qui est dit dans la loi naturelle. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. Ici, notez que rien ne vous oblige à agir dans un esprit de fraternité les uns envers les autres. Un être intelligent le fera, mais ce n'est pas un devoir. Votre seul devoir est de respecter les droits et les libertés des autres, rien de plus. Article 2. Premier paragraphe. Chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés proclamées dans la présente déclaration, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou toute autre situation. Déjà, comme nous l'avons dit précédemment, nous pouvons nous prévaloir de droits même s'ils ne figurent pas dans cette déclaration. De plus, toutes ces précisions concernant les distinctions ont-elles véritablement un sens ? Pourquoi ne pas s'arrêter simplement à sans distinction ? Cela veut bien dire tous sans exception. Même chose dans le second paragraphe où on ajoute encore des distinctions qui, à mon sens, n'ont véritablement aucune utilité ici. En disant, par exemple, de plus, il ne sera fait aucune distinction fondée sur le statut politique, juridique ou international du pays ou du territoire dont une personne est ressortissante, que ce pays ou territoire soit indépendant, sous tutelle, sous non autonome ou soumis à une limitation quelconque de souveraineté. Article 3. Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne. Oui, s'en prendre au corps d'une personne est une transgression dans la loi naturelle. Personne, et je dis bien personne, n'a de droit sur votre corps, comme je l'ai maintes fois répété dans mes vidéos. Article 4. Nul ne sera tenu en esclavage, ni en servitude. L'esclavage et la traite des esclaves sont interdites sous toutes ses formes. Là encore, c'est une évidence, on ne peut pas vous contraindre à faire ce que vous ne souhaitez pas sans transgresser vos droits et faire de vous une victime. Article 5. Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou à des traitements cruels, inhumains ou dégradants. Là encore, une évidence, car ces actions créent toujours des victimes. Néanmoins, ici je rappelle que je fais toujours une distinction entre ce qui se passe au niveau psychologique et ce qui se passe au niveau physique. Article 6. Chacun a le droit à la reconnaissance en tout lieu de sa personnalité juridique. Ici, le concept de personnalité juridique renferme l'idée que vous êtes soumis à des devoirs liés à la loi d'un État. Ces devoirs peuvent être injustes, comme celui de devoir payer des impôts, par exemple. Ceci n'est donc en rien un droit. Article 7. Tous sont égaux devant la loi et ont droit
sans distinction à une égale protection de la loi. Tous ont droit à une protection égale contre toute discrimination qui violerait la présente déclaration et contre toute provocation à une telle discrimination. Oui, ceci est vrai, cependant, on devrait aspirer à ce que les lois humaines protègent tous nos droits et pas uniquement ceux cités ici. Article 8. Toute personne a droit à un recours effectif devant les juridictions nationales compétentes contre les actes violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus par la Constitution ou par la loi. Comme toujours, le problème est que se passe-t-il lorsque nos droits naturels ne sont pas reconnus ni par la Constitution ni par les lois des États? Article 9. Nul ne peut être arbitrairement arrêté, détenu ni exilé. Dans cet article, on peut se demander que signifie arbitrairement. Car, que l'on soit clair, nul ne peut être arrêté, détenu ou contraint à quoi que ce soit lorsqu'il ne fait aucune victime. Et cela au sens de la loi naturelle, pas au sens des lois d'un pays ou d'une zone géographique. Article 10. Toute personne a droit en pleine égalité à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et impartial, qui décidera soit de ses droits et obligations, soit du bien fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Oui, ceci est vrai. Maintenant, faut-il encore que les tribunaux soient véritablement indépendants et impartiaux? Car l'histoire semble démontrer que ce n'est pas souvent le cas pour les matières à fort impact politique et économique. Nous y reviendrons dans ma prochaine vidéo. Article 11. Premier paragraphe. Toute personne accusée d'un acte délictueux est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie au cours d'un procès public où toutes les garanties nécessaires à sa défense lui auront été assurées. Ok, mais faut-il encore que le système judiciaire soit équitable entre ceux qui ont de l'argent pour payer les meilleurs avocats et les autres? Second paragraphe, nul ne sera condamné pour des actions ou omissions qui, au moment où elles ont été commises, ne constituaient pas un acte délictueux d'après le droit national ou international. De même, il ne sera infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'acte délictueux a été commis. Ici, on voit encore comment le droit humain est subjectif. C'est complètement immoral de ne pas condamner des actes qui ont fait des victimes. Que ces mauvaises actions soient reconnues ou non par les États n'a aucune importance. Un crime est un crime. Il doit être réparé de manière juste, quel que soit le moment ou le lieu où il a été commis. Article 12. Nul ne sera l'objet d'immixtion arbitraire dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteinte à son honneur et à sa réputation. Toute personne a le droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes. Donc ici, on parle du droit à la vie privée. De mon point de vue, on mélange deux choses. D'une part, le fait de prononcer des paroles fausses ou insultantes envers une personne, ce qui n'est pas un crime et fait simplement partie de la liberté d'expression. Et d'autre part, il y a le fait de s'introduire sans permission au domicile d'une personne, ce qui est un crime. Aujourd'hui, avec l'essor de l'Internet, on peut considérer que l'espace électronique privé est également une partie du domicile de la personne. Donc s'y introduire sans autorisation explicite, comme le font les gouvernements ou les réseaux sociaux, sous prétexte de protéger la population, est un crime. Article 13. Toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l'intérieur d'un État.
Toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays. Donc ce droit est fondamental, mais de nos jours, ce droit n'existe plus. Sinon, on ne parlerait pas d'illégaux ou de sans-papiers. Aujourd'hui, avec les mesures sanitaires anti-Covid, même les citoyens ordinaires ne peuvent plus se déplacer librement sous peine d'être considérés comme des criminels. Article 14. Devant la persécution, toute personne a le droit de chercher asile et de bénéficier de l'asile en d'autres pays. Donc le droit d'asile, c'est une redite de l'article 13, mais dans le cas de la persécution. Second paragraphe, ce droit ne peut être invoqué dans le cas de poursuites réellement fondées sur un crime de droit commun ou sur des agissements contraires au but et aux principes des Nations Unies. Donc, ici, vous pouvez perdre votre droit d'asile, non pas parce que vous avez fait des victimes, mais parce que les actions dont on vous accuse ne plaisent pas aux Nations Unies. Peut-être qu'un jour, refuser d'être marqué génétiquement sera considéré comme une action justifiant la perte de votre droit d'asile. Article 15. Tout individu a droit à une nationalité. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa nationalité, ni du droit de changer de nationalité. Donc ok, ici on parle du droit de nationalité, mais en quoi être fiché et marqué comme une bête est un droit? On reconnaît bien là l'esprit de ceux qui ont rédigé cette déclaration, mais vous devez savoir qu'en tant qu'être libre, vous n'appartenez à aucun pays, ni à aucun système. Mais bien évidemment, si cela peut vous faire plaisir d'associer votre identité à un certain groupe ou à une certaine communauté, libre à vous de le faire. Article 16. Premier paragraphe. À partir de l'âge nubile, l'homme et la femme, sans aucune restriction quant à la race, la nationalité ou la religion, ont le droit de se marier et de fonder une famille. Ils ont des droits égaux au regard du mariage, durant le mariage et lors de sa dissolution. Ok, le droit au mariage, oui, bien évidemment que chacun est libre de s'unir avec qui bon lui semble, car mon corps, c'est mon choix. Paragraphe 2. Le mariage ne peut être conclu qu'avec le libre et plein consentement des futurs époux. Ok. Paragraphe 3. La famille est l'élément naturel et fondamental de la société et a droit à la protection de la société et de l'État. Ici, je ne vois pas l'intérêt de ce dernier paragraphe, sans compter que la famille n'a pas besoin de la protection de la société et de l'État. Au contraire, elle aurait plutôt intérêt à se protéger de l'intervention des États. Article 17. Toute personne, aussi bien seule qu'en collectivité, a droit à la propriété. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa propriété. Oui, le droit à la propriété est également un droit fondamental dans les limites que j'expliquerai probablement dans une autre vidéo. Article 18. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction, seule ou en commun, tant en public qu'en privé, par l'enseignement, les pratiques, le culte et l'accomplissement de rites. Ce droit est clairement violé constamment, toujours pour de bonnes raisons, comme lorsqu'ici, en Belgique, les autorités ont voté une loi interdisant le port du voile islamique cachant une partie du visage dans les lieux publics. Quand on voit qu'aujourd'hui, être masqué est obligatoire, on se dit que la vie a le sens de l'humour. Article 19. Tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions
est celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considération de frontières, les informations et les idées par quelque moyen que ce soit. En effet, la liberté d'expression est absolue et fondamentale, comme je l'ai déjà clairement indiqué dans d'autres vidéos. Malgré cela, ce droit est en train de disparaître dans nos sociétés dites démocratiques. Article 20. Toute personne a droit à la liberté de réunion et d'association pacifique. Nul ne peut être obligé de faire partie d'une association. Encore des droits évidents, mais qui sont actuellement violés par la plupart des États avec leurs règles sanitaires. Article 21. Toute personne a le droit de prendre part à la direction des affaires publiques de son pays, soit directement, soit par l'intermédiaire de représentants librement choisis. Toute personne a droit à accéder dans les conditions d'égalité aux fonctions publiques de son pays. La volonté du peuple est le fondement de l'autorité des pouvoirs publics. Cette volonté doit s'exprimer par des élections honnêtes qui doivent avoir lieu périodiquement, au suffrage universel égal ou au vote secret ou suivant une procédure équivalente assurant la liberté du vote. Donc on notera ici que la volonté de la majorité n'a pas de prévalence sur la volonté de l'individu, quoi qu'en pensent les fervents défenseur de la démocratie. Nous en discuterons prochainement, mais sachez que non, choisir des maîtres n'est pas un droit. Article 22. Toute personne, en tant que membre de la société, a droit à la sécurité sociale. Elle est fondée à obtenir la satisfaction des droits économiques, sociaux et culturels indispensables à sa dignité et au libre développement de sa personnalité, grâce à l'effort national et à la coopération internationale compte tenu de l'organisation et des ressources de chaque pays. Ok, donc il faut savoir qu'obtenir de l'aide de l'État ou de qui que ce soit n'est pas un droit. Mais plus que ça, le problème est surtout la manière dont sera financée la sécurité sociale. Sera-t-elle financée sur base volontaire ou sera-t-elle financée en volant l'argent des citoyens via l'impôt? Vous savez déjà quelle est la méthode que les États ont choisie. Article 23. Toute personne a droit au travail, au libre choix de son travail, à des conditions équitables et satisfaisantes de travail et à la protection contre le chômage. Eh bien non, la protection contre le chômage n'est pas un droit. Deuxième paragraphe. Tous ont droit sans aucune discrimination à un salaire égal pour un travail égal. Là encore, ce n'est pas un droit, même si c'est quelque chose de souhaitable. Troisième paragraphe. Quiconque travaille a droit à une rémunération équitable et satisfaisante, lui assurant ainsi qu'à sa famille une existence conforme à la dignité humaine et complétée, s'il y a lieu, par tout autre moyen de protection sociale. Ici, même remarque qu'au paragraphe précédent. Quatrième paragraphe. Toute personne a droit de fonder avec d'autres des syndicats et de s'affilier à des syndicats pour défendre ses intérêts. Ok, ici c'est simplement une redite du droit d'assemblement, mais bon. Article 24. Toute personne a droit au repos et au loisir, et notamment à une limitation raisonnable de la durée du travail et des congés payés périodiques. À nouveau, ceux-ci ne sont pas des droits. Les individus ont le droit de s'organiser comme bon leur semble. Article 25. Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l'alimentation, l'habillement, le logement, les soins médicaux ainsi que pour les services sociaux nécessaires. Elle a droit à la sécurité en cas de chômage, de maladie, d'invalidité, de veuvage
de vieillesse ou, dans les autres cas, de perte de ses moyens de subsistance par suite de circonstances indépendantes de sa volonté. La maternité et l'enfance ont droit à une aide et à une assistance spéciale. Tous les enfants, qu'ils soient nés dans le mariage ou hors mariage, jouissent de la même protection sociale. Donc là encore, ce n'est pas un droit d'être assisté. Même si dans une société composée d'individus réellement intelligents, les individus les plus fragiles seront naturellement et volontairement aidés. Article 26. Premier paragraphe. Toute personne a droit à l'éducation. L'éducation doit être gratuite, au moins en ce qui concerne l'enseignement élémentaire et fondamental. L'enseignement élémentaire est obligatoire. L'enseignement technique et professionnel doit être généralisé. L'accès aux études supérieures doit être ouvert en pleine égalité à tous en fonction de leur mérite. Là encore, ce n'est pas un droit. De plus, un enseignement obligatoire est une violation des libertés de choix. Paragraphe 2. L'éducation doit viser au plein épanouissement de la personnalité humaine et au renforcement du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle doit favoriser la compréhension, la tolérance et l'amitié entre toutes les nations et tous les groupes raciaux ou religieux, ainsi que le développement des activités des Nations Unies pour le maintien de la paix. Ok, ici je pense que la plupart des États ont dû confondre éducation avec endoctrinement. Mais bon. Troisième paragraphe. Les parents ont, par priorité, le droit de choisir le genre d'éducation à donner à leurs enfants. Ici, c'est comme si l'État avait son mot à dire. Or, les parents sont les seuls à avoir la responsabilité de guide pour leurs enfants. Et ça, même si, bien évidemment, cela n'arrange pas le système. Article 27. Premier paragraphe. Toute personne a le droit de prendre part librement à la vie culturelle de la communauté, de jouir des arts et de participer au progrès scientifique et aux bienfaits qui en résultent. Ok, donc là je ne vois pas ce qui justifierait le contraire. Paragraphe 2. Chacun a droit à la protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute production scientifique, littéraire ou artistique dont il est l'auteur. Ici, par contre, je ne vois pas en quoi on peut prétendre qu'il existe des droits d'auteur. Ce n'est pas parce que vous avez produit quelque chose en premier que plus personne ne peut reproduire cette chose sans vous payer une taxe. Article 28. Toute personne a droit à ce que règne, sur le plan social et sur le plan international, un ordre tel que les droits et libertés énoncés dans la précédente déclaration puissent y trouver plein effet. Ici encore, ce n'est pas un droit de l'individu. Article 29. Premier paragraphe. L'individu a des devoirs envers la communauté dans laquelle seul le libre et plein développement de sa personnalité est possible. Et là, je dirais non, l'individu n'a aucun devoir envers les autres si ce n'est de respecter leurs droits et leurs libertés. Donc ensuite, il continue en disant « Dans l'exercice de ses droits et dans la jouissance de ses libertés, chacun est soumis qu'aux limitations établies par la loi exclusivement en vue d'assurer la reconnaissance et le respect des droits et libertés d'autrui et afin de satisfaire aux justes exigences de la morale, de l'ordre public et du bien-être général dans une société démocratique. Ces droits et libertés ne pourront en aucun cas s'exercer contrairement aux buts et aux principes des Nations Unies. » Donc voilà,
Ici, il renforce la limite de vos droits de manière encore plus explicite qu'en limitant simplement leur nombre. Il conditionne vos droits à ceux prétendument possédés par le groupe ou la société. Et comme je vous l'ai dit précédemment, en agissant de la sorte, il déclare que vous n'avez aucun droit naturel absolu, que tous vos droits sont conditionnés à l'approbation de vos maîtres bien-aimés. Article 30. Aucune disposition de la présente déclaration ne peut être considérée comme impliquant pour un État, un groupement ou un individu un droit quelconque de se livrer à une activité ou d'accomplir un acte visant à la destruction des droits et libertés qui y sont énoncés. C'est assez amusant comme article final, car cette déclaration constitue elle-même une base pour détruire tous nos droits sous le couvert de la bienveillance et de l'amour de son prochain. Voilà, c'est ici que s'achève la première partie. J'ai été assez critique face à cette déclaration qui se veut universelle et libératoire, et cela malgré le fait que beaucoup de personnes ne jurent que par elle. J'ai essayé de vous indiquer les points qui sont en accord avec la loi naturelle et ceux qui ne le sont pas. Dans les prochaines vidéos, nous verrons sa mise en application concrète dans des textes comme la Convention européenne des droits de l'homme. Et là, si vous pensez déjà comme moi que ce texte ne libère pas l'être humain, attendez de voir comment il est utilisé. Je vous promets que vous ne serez pas déçus. Donc voilà, sur ce, comme toujours, je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt.